Et on va passer à présent à la 5e et dernière présentation de ce matin avec Céline Marquet. Donc Céline, rejoins-moi dès que tu le peux. Alors tu as présenté un mémoire de master en sciences de gestion à HEC Liège. Son titre c'est Financement. Bonjour Céline. Bonjour. Financement des coopératives, les objectifs et méthodes des investisseurs en private equity sont-ils compatibles avec ceux des coopératives? Et tu as eu comme promotrice Virginie Aufflair, qui est professeure à HEC Liège et qui enseigne l'éthique des affaires, la philanthropie et l'impact investing. Céline, je te laisse nous expliquer tout ça et on se retrouve juste après. Merci Caroline. Donc voilà, en fait, mon mémoire, il démarre d'une question qui est apparue lors de mon stage à la Soexum, qui est un acteur de financement public à destination des entreprises sociales wallonnes, qui est la suivante. En fait, dans un modèle d'entreprise où la propriété, elle appartient aux membres, où la gouvernance, elle est gérée de manière démocratique, où la rémunération du capital n'est pas la priorité dans la répartition des richesses, quelle est la place au final pour un investisseur externe dont l'intérêt va se porter davantage sur la valeur d'investissement que sur la valeur d'utilisateur de la coopérative? Alors, comment je me suis prise pour répondre à cette problématique? J'ai été à la rencontre d'une vingtaine d'acteurs sur le terrain, des coopératives, des investisseurs en private equity, et je les ai interrogés sur leurs objectifs et leurs pratiques en lien avec les droits de propriété qui définissent en réalité le droit des actionnaires, c'est-à-dire leur droit de vote, leur droit à un dividende, à une plus-value, leur droit à certains actifs après une éventuelle liquidation de l'entreprise, par exemple. Et donc, à travers ces différentes rencontres, je me suis rendu compte que sur le marché belge, il y avait une partie des coopératives qui se développent plutôt localement, qui trouvent du financement assez facilement au final auprès des citoyens, des pouvoirs publics qui reconnaissent les bénéfices que génèrent ces entreprises. Et donc, celles-ci vont alors vont se tourner du coup vers des acteurs qui comprennent et qui acceptent les principes liés au modèle coopératif, qui sont au final traduits notamment via les droits de propriété, à savoir un droit de revenu, un droit de plus-value, un droit de vote qui sont limités. Et donc, la majorité d'entre elles ne comptent pas vraiment sur des investisseurs privés externes dont les objectifs ne vont pas correspondre aux finalités du projet. Néanmoins, on se rend compte qu'une fois que les projets coopératifs ont des objectifs plus ambitieux et un besoin d'investissement plus conséquent, certains projets arrivent à grandir d'eux-mêmes grâce à un nombre plus élevé de coopérateurs, mais d'autres se retrouvent un peu obligés à un moment donné de se tourner vers d'autres investisseurs privés pour aller trouver des capitaux nécessaires au développement de leurs projets. Je pense notamment au secteur de l'immobilier, de la santé, des énergies renouvelables qui nécessitent des capitaux importants. Et malheureusement, les intérêts sont difficilement conciliables entre les deux acteurs et les négociations, elles s'arrêtent principalement sur le fait que les droits des actionnaires soient limités dans le modèle coopératif. Et donc, même si on a de nouveaux acteurs de financement qui arrivent sur le marché belge, on remarque quand même une absence de solution de financement pour certaines vraies coopératives qui nécessitent des capitaux importants. Et c'est un gap qui, dans d'autres pays, peuvent être comblés grâce à la création d'autres instruments financiers plus adaptés, la création de fonds hybrides. Et je pense que ce sont des solutions qui méritent d'être plus approfondies, notamment vu le besoin financier de certaines coopératives qui veulent continuer à entreprendre autrement finalement. Voilà, merci. Voilà, je te rejoins Céline. Et avant de passer dans quelques instants aux questions-réponses, je vais demander à Didier Goodgeber de bien vouloir nous rejoindre pour avoir votre avis. Comment s'est positionné le jury par rapport au travail de Céline? Mais donc, comme Céline l'a bien expliqué, c'est complexe puisqu'on dit toujours que les sous, c'est le nerf de la guerre. Et comment convaincre des investisseurs privés que même s'ils mettent beaucoup d'argent, ils ne pèseront pas plus qu'un homme, une voix. C'est ça le challenge. Et donc, la qualité de ce qu'elle vient d'expliquer, sa synthèse est super et on le retrouve dans son mémoire. Et cette gouvernance au sein des coopératives, alors, c'est des coopératives, maintenant, quand on dit coopérative, on sous-entend un homme, une voix, mais ça n'a pas été toujours le cas. Ouais. Avant, c'était une part, une voix, même dans les coopératives. Donc, c'est tout de même une évolution très rapide et très structurelle dans ce genre de société. Et donc, la question que pose Céline, c'est comment démultiplier l'action des coopératives, j'allais dire
citoyennes ou bien qui ont un objet social fort, en pouvant s'appuyer sur des capitaux de private equity. Et donc, même si l'ambition est énorme, le sujet est traité avec beaucoup d'intelligence et de synthèse. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Didier Goudgeber. Alors, on sent que les questions arrivent. Est-ce que les fondations jouent aujourd'hui un rôle suffisant par rapport à ces coopératives? Ben justement, en fait, donc moi, je me suis principalement centrée sur les investisseurs en private equity. Donc, c'est vrai que dans les acteurs vers lesquels que j'ai rencontré, je n'ai pas été voir les fondations. Mais c'est vrai que ça pourrait être un enjeu énorme parce que j'ai l'impression que pour le moment en Belgique, elles ne sont pas encore vraiment présentes. En tout cas, quand j'ai été rencontrer des coopératives, lorsque je leur demandais comment elles se finançaient, vers quels acteurs elles comptaient se tourner, à aucun moment on m'a parlé de fondations. Or, quand je regarde à l'étranger, je me suis rendu compte que dans la création de fonds plus hybrides qui intègrent différents acteurs, que ce soit les acteurs privés, publics, il y a aussi ces fondations qui ont un rôle à jouer. Et donc, je pense que ça, c'est une question qui mériterait d'être approfondie par le biais d'un nouveau travail, par exemple, parce que je pense qu'il y a un réel enjeu ici. Est-ce que tu poursuis, toi, ton travail là pour la suite? Tu vas continuer à travailler dans ce domaine-là En fait, ici, je viens d'être justement contactée par le TIES, qui est un centre de recherche d'économie sociale et solidaire au Québec. Et en fait, ils ont lu mon mémoire et ça les intéresse parce que c'est un sujet d'actualité également au Québec parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs privés qui s'intéressent au modèle coopératif. Et donc, j'organise un webinaire ici le 15 juin, donc lundi prochain, de 5 à 6 heures, donc qui est ouvert à tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous y inscrire. Et là, on va parler plus concrètement des différents droits de propriété, quelles sont les tensions qui pourraient intervenir entre les deux acteurs. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est d'échanger avec les Québécois sur quelles pourraient être des solutions pour essayer de réconcilier les deux modèles, quoi. À toi de nous dire où on pourra suivre ce webinaire. Oui, je vous tiendrai au courant. Okay. Alors, quid de l'application concrète, fonds hybrides ou titres participatifs en Belgique? Oui. Alors, pour le moment, comme je l'ai dit dans ma présentation, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent quand même sur le marché. Moi, mon mémoire, il date de l'année passée. Du coup, c'était des acteurs qui commençaient à émerger, qui n'avaient pas encore investi dans des projets concrets, etc. Maintenant, je pense que ce sont des solutions qui doivent être approfondies parce que ce sont des solutions qui permettent, entre guillemets, de concilier les intérêts des deux acteurs. Je prends par exemple un fonds hybride. Ça va être un fonds. L'intérêt, c'est d'avoir un fonds intermédiaire qui pourrait être légitime aussi en tant que financeur d'entreprises sociales, qui connaît le marché, qui connaît les spécificités liées au modèle. Et donc, dans un fonds hybride, on va pouvoir peut-être avoir les pouvoirs publics qui s'intéressent, qui, eux, reconnaissent les bénéfices qui sont générés par ces entreprises et qui vont dire, comme au Québec, ils l'ont fait, les pouvoirs publics ont subventionné une partie du fonds, par exemple, en payant les frais de fonctionnement. Et donc, le but, c'est d'avoir un fonds qui est moins gourmand en termes de rendement, parce qu'au final, ces fonds de private equity qui arrivent sur le marché belge, ça part d'une bonne intention. Ce sont des investisseurs privés qui s'intéressent au marché coopératif, qui veulent les soutenir. Le problème, c'est qu'avec un fonds classique, la structuration du fonds, en payant les frais de fonctionnement, le fait d'investir dans une entreprise en direct, il y a un risque énorme qui est lié à ça. Et donc, du coup, malheureusement, le rendement qu'on demande aux coopératives est trop élevé par rapport à ce qu'elles peuvent, en tout cas des coopératives d'économie sociale, ce qu'elles peuvent donner vu que le rendement est limité à 6%. Et la plus-value est nulle, entre guillemets, dans les entreprises d'économie sociale. Alors du coup, le modèle de coopérative, est-ce qu'il est aujourd'hui contraint à une activité locale et est-ce qu'ils ne peuvent se développer de manière trop forte? Non, moi je pense pas. Je pense que comme je l'ai vu à travers mon mémoire, en fait, il y a beaucoup de coopératives qui sont différentes au niveau de leurs objectifs. Je pense qu'en ce moment, même ici avec la crise, on voit qu'il y a énormément de petites coopératives locales, qui gagnent un regain d'intérêt au niveau des citoyens, qui veulent consommer près de chez eux, etc. Et donc ça, je pense que c'est un modèle
qui au final, comme je l'ai expliqué dans ma présentation, arrivent à se financer par eux-mêmes. Mais je pense que c'est aussi intéressant d'avoir des coopératives plus entrepreneuriales et des projets plus ambitieux qui gardent au final cette notion de coopérative. On voit avec Newbie, ils ont réussi quand même à attirer des millions de citoyens à investir dans leurs projets. Donc je pense que justement, c'est intéressant que le modèle puisse grandir, mais fatalement, il faut qu'on trouve des instruments qui puissent les aider sans dénaturer un peu leurs objectifs de départ. Alors, il y a encore plein de questions. Je ne sais pas si on pourra toutes les poser. Est-ce que les family office ont été approchés? Est-ce qu'il y a une attitude différente de ces grandes familles qui sont des investisseurs privés majeurs du paysage belge? Oui, j'en ai interrogé quelques-unes. Donc, maintenant, ça dépend si on en parle d'une en particulière ou pas. Moi, j'ai gardé en fait toutes les organisations anonymes dans mon travail parce que mon travail implique beaucoup de conflits d'intérêts entre ces différents acteurs. Et donc, ils ont été interrogés. Le problème, fatalement, c'est qu'il y en a certains qui disent, nous, on n'est pas intéressés par le modèle coopératif parce qu'on sait depuis le départ qu'on va pas pouvoir avoir la plus-value qu'on veut. Ce sont quand même si ces family office revoient à la baisse leur rendement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la structure de leur fonds d'investissement ne permet pas d'avoir un rendement qui est adapté au modèle coopératif, malheureusement. D'où l'intérêt d'essayer de rassembler les différents acteurs via un intermédiaire. Ça pourrait être une solution, comme il y en a sûrement d'autres également. Donc, voilà, au niveau des family office. Ce qui est intéressant aussi, la question sur laquelle je me suis penchée, c'est qu'en Belgique, en fait, le problème, il est aussi lié à la flexibilité du Code des sociétés qui a en fait attiré de nombreuses coopératives au sein de ces statuts via la flexibilité d'entrée et de sortie des actionnaires. Et donc, j'ai aussi interrogé des coopératives qui fonctionnent très bien avec un fonds d'investissement, mais quand on regarde les statuts et quand on leur pose des questions sur leurs objectifs, on se rend compte qu'au final, ce sont des entreprises classiques qui ont pris le statut de coopérative par sa flexibilité. Et donc, ce seront souvent des entreprises qui devront changer leur statut à un moment grâce à la réforme du Code des sociétés. Alors, il y a des félicitations qui arrivent. On demandait les coordonnées du webinaire, mais on les a données un peu plus bas. Alors, une dernière question peut-être. Quelle est l'importance actuelle du financement par private equity des sociétés coopératives par rapport aux autres modes de financement? Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, il y a certaines coopératives qui sont bloquées. Et ça, j'en ai rencontré quelques-unes qui ont un vrai projet qui pourrait avoir un impact important sur la société, mais malheureusement, elles se rendent compte que si elles veulent garder les vrais principes, les vraies réalités coopératives derrière, elles ne trouvent aucune solution de financement. Parce que les négociations s'arrêtent sur le rendement, la plus-value, etc. Et donc, je pense que la difficulté, c'est d'essayer de faire rencontrer du coup les intérêts de ces deux acteurs. Et malheureusement, j'ai l'impression, en tout cas, c'est une des conclusions à laquelle je suis arrivée avec mon mémoire, c'est que le métier du financement en private equity tel qu'il est dans le secteur traditionnel, il est quand même difficilement, il n'est pas adapté au modèle coopératif. Alors, il y a des choses qui pourraient être utilisées, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il faut essayer de trouver des instruments et une manière de faire qui correspond plutôt aux réalités coopératives. Et donc, simplement prendre le métier de private equity et l'intégrer dans le modèle coopératif, il n'est pas tellement justifié au final. Et donc, il faut essayer d'être plus innovant sur la manière dont on veut approcher ces entreprises. Oui, alors il y a encore des merci, des félicitations. Benoît de Rennes qui nous dit que concernant le rôle des fondations, disons que nous essayons d'ouvrir la voie en Belgique avec la Fondation pour les générations futures. Je vais peut-être quand même relayer une dernière question. Alors Fanny, j'ai relayé beaucoup de vos questions, donc excusez-moi, mais je vais la passer. Prendre peut-être celle de Quentin Deneyer qui nous dit si l'on tient compte des risques, faillites des coopératives et entreprises sociales, quel est le rendement final pour un investissement dans le social ? Bon, alors ici, tout dépend. En fait, normalement, dans les statuts belges, si on est en fait, il y a plusieurs sortes de coopératives. Si on est dans une entreprise sociale, le rendement de dividendes, il va être limité à 6%.
et la plus-value, elle va être interdite. Ça veut dire que, bah voilà, si vous mettez 100 € ou 1000 € dans une entreprise, vous allez pouvoir peut-être avoir un dividende, mais vous n'auriez pas de plus-value lorsque vous reprenez vos parts, si vous avez la possibilité de les reprendre. Dans le modèle CNC, là, on est plutôt, on a aussi un dividende qui est limité à 6%. Et par contre, au niveau de la plus-value, elle n'est pas vraiment notée dans les statuts, et donc il y a plusieurs manières de faire. Il y a des gens qui pensent pouvoir avoir une plus-value en fonction des cash flows futurs, comme dans le milieu plutôt traditionnel, mais je me rends compte au final que dans le secteur coopératif, il y a plusieurs acteurs qui sont un peu réticents à cette manière de calculer une plus-value sur un peu de la spéculation, et eux, ils partent du principe qu'on est dans une économie réelle et qu'il faut que ça reflète la valeur réelle de l'entreprise, et donc eux, ils vont plutôt être sur un modèle qui reflète vraiment la plus-value va être calculée en fonction des fonds propres de l'entreprise, qui peut être plus importante au fur et à mesure des années si l'entreprise réinvestit ses bénéfices chaque année dans l'entreprise. Merci beaucoup, Céline. On sent que ça pourra encore ouvrir la voie à plus de questions, mais on va s'arrêter. Oui, ce n'est que le début, je pense. Voilà, et donc je rappelle à tous ceux qui voudraient te suivre lundi que le lien a été mis dans le chat. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent être là pour ce long webinaire de 4-5 heures, c'est ce que tu veux? Non, c'est 1 heure. Donc c'est une demi-heure de présentation. Oui, non, pas 4-5 heures. C'est 1 heure de présentation. Et, pardon, 30 minutes de présentation, 30 minutes d'échange avec les Québécois sur le sujet. Ok, ça va. Voilà, rendez-vous est pris pour lundi.